Hi the people, ici Leslie de la chaîne Leslie, laisse ton lit. Aujourd'hui on se retrouve pour un Lili, mon émission dédiée aux livres, pour la conclusion du CAL, de quel auteur lira-t-on, mon challenge littéraire qui a lieu cet été. Donc effectivement, je lançais cette année 2022 la première édition du CAL, le quel auteur lira-t-on, et pour ce premier volume, je décidais de me concentrer sur Pierre Bottero. Donc je vous mets le lien dans la fiche de présentation, la vidéo de présentation de ce challenge première édition, et qui reprenait en fait différentes thématiques inspirées de l'univers de Pierre Bottero, et il fallait lire un certain nombre de livres, selon nos possibilités et nos choix, avec différentes indications, et au moins lire un livre de Pierre Bottero. Donc moi j'avais effectivement une pelle un petit peu ambitieuse, mais je suis contente, j'ai peu à peu réussi à relire, alors qu'avant j'ai une grosse panne de lecture en automne, printemps, hiver, avant 2021-2022, et là je pense que ça continue, parce que je suis en train de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc le challenge d'automne de Gimose, et pareil je lis activement, donc c'est plutôt une bonne chose. Je ne sais pas s'il a été amplement suivi, ce quel auteur lira-t-on, mais en tout cas pour moi, il m'a fait beaucoup de bien. Donc j'avais encore une fois beaucoup d'ambition, je n'ai pas pu tout lire évidemment, j'ai lu à peu près la moitié de ce que j'avais prévu, et quelques livres en plus que j'ai finalement glissés dans le challenge. Donc on va voir ça tout de suite. Alors avec le premier menu qui était Imagination rime avec salade aux champignons, avec en première sous-catégorie dessinateur, et là il fait lire un graphique. Je souhaitais lire La quête des Willan adaptée en BD, je trouve que je connaissais déjà l'histoire forcément, et donc là c'était vraiment sur la fin de La quête des Willan, donc les différentes BD, donc là c'est la 7ème, la dernière, les 7 adaptaient la première trilogie, La quête des Willan, et c'est vrai que j'ai eu du mal à accrocher, parce que j'ai juste voulu atteindre la fin. Je pensais même avoir lu que jusqu'au 5, mais en fait j'avais déjà lu le 6, donc j'ai passé le 6 en express. Preuve que ça ne m'avait pas bien marqué. Et c'est vrai que le dessin, j'ai beaucoup de mal, je ferai peut-être des inserts. Je le trouve oubliable. Et même si les couleurs sont pas mauvaises, je trouve ça pas marquant du tout. Par exemple, du homme, j'aurais pas imaginé comme ça. Enfin, il y a des versions comme ça que je l'imagine pas comme ça. Donc tout ce que j'aime finalement dans cette BD, ce sont tous les œuvres d'origine, tous les éléments d'origine de Pierre Bottero, donc c'est très très différent. Il n'empêche que je suis quand même contente d'avoir atteint la fin, mais je ne sais pas si je lirai l'adaptation des mondes des Willan, ou voire même Elana. Il paraît qu'Elana est un poil mieux. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup de lire les Elana adaptés. En tout cas, voilà, la quête, je suis contente de les avoir, hein, ça fait toujours plus de... Je suis toujours contente d'avoir toujours plus de Bottero dans ma bibliothèque, mais c'est pas le Bottero parfait, évidemment, c'est pas parfait. Et là, je suis de plus en plus pressée de voir l'adaptation en dessin animé par les studios Rantarta, parce que là, par contre, ça me donne bien envie. Je vous montrerai peut-être, j'ai mis les affiches que j'ai eues pour le crowdfunding. Mais voilà, donc un peu déçue, honnêtement, mais bon, au moins ça faisait un peu Pierre Bottero, c'était un graphique, ça correspond. Deuxième sous-catégorie, c'était les mercenaires du chaos, et il fallait lire soit une histoire qui suit un anti-héros ou un méchant. Et donc là, je voulais lire Orange Mécanique, mais finalement non. Et de manière totalement hasardeuse, j'ai emprunté des livres à la médiathèque, et que j'ai glissé certains dans le challenge. Je pouvais glisser par exemple l'adaptation de 1984 en bande dessinée, qui pour le coup a été une grosse déception. Vraiment, ça encore à la limite ça passait, mais l'adaptation en BD de 1984 a été vraiment néfaste, j'exagère, mais très désagréable. Ce que j'aime beaucoup dans l'œuvre d'Orwell, c'est que c'est glaçant, c'est dérangeant, mais on est happé. On veut savoir ce qui va se passer, on espère que ça va s'améliorer. Enfin, voilà, c'est un chef-d'œuvre. L'adaptation en bande dessinée fait vraiment pâle figure. Ça n'apporte rien pour moi. On voit que c'est le même univers, on voit que ce sont les mêmes personnages, mais les personnages semblent n'avoir aucune émotion, même quand ça va bien dans l'histoire. Tout semble triste, désolé. Alors peut-être que c'est un choix, un parti pris de se dire bah ça ira jamais mieux, quoi. Mais vraiment, les dessins, je les trouve moches. Moi, personnellement, je n'aime pas le style de dessin. Je trouve ça vraiment triste et fermé, ça n'apporte rien. Dans la BD, c'est une grosse BD, hein, c'est forcément plus gros que ça. Il y a des passages du manifeste, donc pour ceux qui ont lu Orwell, ils sauront de quoi je parle. Bref, il y a des passages d'un livre dans le livre, pour faire plus simple,
qui sont littéralement remis dans la BD. Donc on a les pages avec le texte, bon, c'est imprimé, etc. Enfin, c'est pas juste du texte arial, quoi, mais ça m'a complètement coupé dans ma lecture. J'ai mis plusieurs jours à lire une BD, ce qui est quand même très rare. Normalement, une bande dessinée, ça peut se lire assez vite. Une après-midi, allez. Alors que là, j'ai mis vraiment plusieurs jours pour m'y remettre. J'avais du mal à accrocher. Et j'avais beau connaître déjà l'histoire, c'est pas ça qui me bloquait. Justement, j'aurais pu avoir envie de voir comment il va adapter ça, comment voilà. Non, pas du tout. Ça a été très dur, très difficile à accrocher. Et quand ça arrivait à la fin, j'étais... Bon, allez, next. Vraiment, c'était décevant. Et je vous le conseille pas du tout, donc, du coup, forcément. Parce que tout ce que j'ai pu apprécier dans l'histoire, c'est tout ce qui était dans l'œuvre originale. L'adaptation n'a pas été bonne, ça m'a pas donné envie. Je sais pas si quelqu'un qui n'a pas lu l'œuvre d'Orwell, qui lirait que cette BD, ça lui donnerait envie de lire l'original, ou ça lui plairait tout court. Dites-moi hein, si vous avez lu que ça, ou si vous avez lu les deux, d'Orwell ou l'adaptation, parce que moi ça n'a pas du tout marché. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'était rêveur. Il fallait lire soit une histoire qui suit un médecin, soit un livre qui parle de santé même mentale. Et donc moi j'étais plutôt partie sur ça. Donc je voulais lire À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Alors il se trouve que je l'ai lu, mais pas pendant le CAL, mais pendant le Pumpkin Auto Challenge. Donc je l'ai lu il y a quelques semaines, deux semaines, et qui était effectivement une très belle claque. Mais j'en parlerai du coup à la conclusion du Pumpkin Auto Challenge plutôt qu'ici. À la place par contre que j'aurais pu glisser, que j'ai lu grâce à la médiathèque, super médiathèque, hein, moi je vais prendre que là-bas quasiment, peut-être pas déconner, j'aime bien mes livres chez moi. Et donc du coup qui rentrait aussi dans cette catégorie un peu médecin, c'est Le Cœur des femmes, donc c'est l'adaptation en BD, donc j'ai pas lu le roman d'origine, mais j'ai vraiment envie de lire pour le coup, qui avait eu de très bons échos, enfin, je savais que c'était bien. J'avais un petit peu peur sur le style, mais finalement il est très vif, le style graphique, je crois peut-être des inserts. Du coup, Le Cœur des femmes, je connaissais pas spécialement de quoi c'était parler, je savais pas trop sur les personnages. Ça parle de milieu gynécologique, mais c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre, et tant mieux parce que j'ai été peu à peu happée, curieuse de découvrir cet univers et ces personnages, qui sont, quelles sont leurs personnalités, leurs visions, etc. Et un peu, mais cette fois ça marche. Dans 1984, je vous ai dit qu'ils avaient inséré des passages du texte d'origine. Là, ils ont fait pareil, mais sur une seule page, avec une illustration de l'autre côté. Et c'est vrai que c'était très fort, parce que on sent que la personne qui a écrit d'origine écrit bien, et on sent que c'est très bien adapté. Encore une fois, le style est très vif, très coloré, très... J'irai pas doux, mais c'est bien calculé, la grille des cases. C'est très fluide. Je l'ai lu vraiment, je sais pas, je me suis posée, je l'ai lu, je sais pas combien de temps je l'ai lu, mais d'une traite en tout cas. Et j'étais vraiment dedans, et j'ai appris plein de choses. Et c'est vrai que c'est une fiction, parce que voilà, les personnages n'existent pas, mais il y a une crédibilité, et on sent que l'auteur, d'ailleurs je crois qu'il a un site dédié à la contraception, à tout ça sur la gynécologie, et c'est vrai que c'est pas seulement crédible, ça donne envie de se renseigner. Et en tant que personne qui va voir un gynéco, et je pense qu'il y a plein d'autres patientes qui sont concernées par ça, qui ne savent même pas ce qui leur arrive, ce qu'on leur propose. Et on ne parle jamais assez, malheureusement, de toutes les violences gynécologiques qui existent, parce que parfois ce sont des riens, les violences. En réalité, on pense que vraiment ça va être quelque chose d'horrible, tout en sang, mais parfois ce sont des phrases déplacées, des questions qui ne se posent pas, qui sont de l'ordre privé, qui ne sont pas nécessaires pour soigner ou pour accompagner, parce que la gynécologie, comme beaucoup de choses dans la santé, parfois c'est de l'accompagnement, c'est pas forcément du soin, de prendre des médicaments ou quoi, c'est parfois être écouté, et c'est tout ce côté-là humain qui est très important, je pense. Et c'est vrai que cette BD m'a vraiment interrogée sur ce que j'ai vécu et ce que des femmes vivent, et de tout ça, et c'est très intéressant de tout ce rapport de les gynécos qui s'occupent majoritairement de l'utérus, mais qu'est-ce que ça veut dire autour des gens qui ont cet organe, certes, et du rapport aux autres, forcément il y a toute la sexualité. Donc non, c'était vraiment très intéressant, je vous le conseille, je pense pas, je ne vais pas trop vous en dire non plus, sur l'histoire même, mais c'est touchant, c'est beau, et ça donne envie de s'informer plus. Donc je pense que voilà, je l'introduis sur mon rêveur, ma catégorie rêveur, parce que vraiment il y a un côté où
ça fait réfléchir et ouais, vraiment, pour le coup, celui-là, je vous le conseille, c'est un peu le jour et la nuit entre 1984 et Le cœur des femmes, du coup. Donc on passe au deuxième menu qui était Écoute le murmure de ton cœur. La première catégorie était marchand et il fallait lire de la poésie. Je me suis tournée vers l'anthologie de Digli, Je serai le feu, donc qui est publié chez La Ville Brûle. Donc La Ville Brûle, Je serai le feu, il y a une bonne thématique. Et comme vous le voyez, j'ai... Alors, là, c'est tout ce que j'ai noté que j'ai bien aimé et que je veux retenir un jour dans ma vie. Je les ai pas encore appris par cœur, mais peut-être. Et là, c'est que j'aimerais bien, quand je fais un atelier d'écriture à mon collège, j'aimerais bien prendre des poèmes comme inspiration pour mon atelier d'écriture auprès des collégiens. Bref, donc une grande inspiration. Et vraiment, ça a été très bien, très beau. On ne connaîtra jamais assez d'autrices, et là, dans ce cas-là, de poétesses. Et même si il y a des poèmes qui m'ont fait réfléchir, rêver, sourire, même attrister, mais vous savez, la belle tristesse, la mélancolie, tout ça. Toutes ces émotions-là. Forcément, toutes les poétesses m'ont pas fait vibrer, j'ai pas chaque page, c'est extraordinaire, voilà. Il y a certaines que j'étais plus hermétique, c'est forcément, hein, je pense que la poésie, vraiment, c'est ça avec toutes les écritures, tous les arts, mais je trouve que la poésie, il y a vraiment quelque chose de l'imaginaire et de l'accès. Et parfois, on n'a pas accès. Parfois, on reste au portail, on se dit, ah c'est sympathique, c'est original, ou au contraire, on trouve ça un peu trop simple, et voilà, c'est un peu chacun ses goûts, quoi. Et je trouve que la poésie, c'est beaucoup ça. Je trouve que c'est très artistique, la poésie, par rapport à d'autres livres qu'on lit, d'autres romans notamment. Ça s'approcherait même de l'art de l'architecture, parfois. Parce que même si certains poèmes ne sont pas audacieux, en apparence, ou ne sont pas... on n'est pas des thèmes qui nous marquent forcément, on voit dans la structure une certaine recherche, et voilà, c'est autre chose d'assez intéressant. J'ai aucun regret d'avoir lu ce recueil. Et surtout, j'essaie de vous ouvrir une page. Alors, surtout que j'ai retenu 1 milliard, donc je ne sais pas si je peux en retenir une. Donc, je pense qu'on va en ouvrir une au pifomètre. Voilà. Meilleur Angelou, c'est très bien. Donc je pense que je ferai un insert en plus grand. Mais ce qui était très bien à chaque fois, c'était qu'avant une sélection de poèmes qui, du coup, sont personnels à Digli, ça pourrait être ceux-là, comme ça pourrait être d'autres, mais pour elle, ils sont importants. Du coup, on a vraiment pas seulement les poétesses, mais on a Digli qui nous fait découvrir sa poésie des femmes, par des femmes du moins. Et donc du coup, au-delà de l'illustration qui est toujours très sympathique, hein, Digli, des belles illustrations avec souvent un passage, une strophe, un vers, avant d'avoir du coup les poèmes eux-mêmes, on a une petite biographie écrite par Digli, et toujours avec des crédits, un renvoi vers les recueils des poétesses. Et ce qui est toujours très intéressant, c'est que les poétesses paraissent, même quand elles sont beaucoup plus modernes, donc il y a vraiment, c'est par catégorie d'univers, on va dire, si elles étaient plus féministes, flamboyantes, ou mélancoliques, ou voilà. Donc c'est déjà intéressant ce choix de mettre les poétesses par thématique d'écriture ou de personnalité. Et au-delà de ça, quand elles développent ces biographies, elles semblent toutes héroïnes, même les plus récentes, parce qu'elles ne datent pas tous de l'an 1400, même les plus récentes ont un côté inspirant. Et c'est vrai que même si certaines des poétesses me parlaient moins dans leur écriture, ou parce que leur vie était peut-être sur le papier théoriquement pas impressionnante, je trouve que toutes ont quelque chose d'admirable, d'impressionnant, d'enrichissant, d'enrichissant, et je trouve que ça fait relativiser que finalement, au-delà de la poésie, qui a été un grand plaisir, j'adore la poésie, donc là vraiment ça a été une bouffée d'air cet été, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça remet une place aux femmes, comme pour dire à toutes les femmes, oui, vous avez quelque chose, votre vie peut être extraordinaire, tout artiste a quelque chose à partager, et ça vient de sa vie, de ses expériences, de tout ça, et je trouve qu'on a tendance à le faire pas mal pour les hommes, les grands hommes de notre temps, tout ça, et je pense qu'on fait pas assez pour les femmes, et donc du coup, cette volonté de Digli de faire des biographies
qui forcément sont personnelles, ne sont pas complètes, ne sont pas... Voilà. C'est déjà ça, j'ai envie de dire, parce que ça met quand même plein de poétesses en avant. J'avoue, je ne sais même plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et je pense qu'il y en a même encore d'autres, mais c'est déjà bien, déjà découvrir des noms de femmes dont on ne parle pas à l'école et qu'on devrait, donc vraiment j'ai très envie, là j'ai lancé l'année sur ça et j'avais pas le temps de préparer ça cet été, mais j'ai très envie presque de faire peut-être pas un atelier à l'année, mais quelque chose, un projet dédié peut-être pour le printemps des poètes à mon CDI, sur les poétesses, parce que vraiment je pense qu'il y a beaucoup de richesse là-dedans, et voilà, je pense que ça peut inspirer les jeunes filles, jeunes femmes, et puis même en soi, même mes jeunes élèves masculins, ou autres, parce que voilà, c'est inspirant de voir des femmes qui, certes ce sont des femmes, mais pourquoi on ne parle pas d'elles, voilà. Normalement je trouve que c'était une bonne réflexion, et c'était beau, je vous le conseille fortement. Donc clairement, pour le coup, je ne l'ai pas lu d'un coup, je lisais, alors je l'ai lu dans l'ordre quand même, j'aurais pu feuilleter, et je voulais tout lire. Donc je le lisais au fur et à mesure, mais j'en lisais soit quelques poèmes, soit 2-3 poétesses à la suite. Parfois, je me permettais de refermer ou de juste laisser ouvert et de penser à la chose. C'est un bel objet, en plus, il est un peu tissu. Voilà, je viens de voir le prix, ça coûte 29 €. Vu la qualité, ça en vaut en plan. Je vous le conseille, je pense que c'est une des 2-3... Enfin, j'en ai pas du temps que ça, finalement, c'était, mais ça, c'était très marquant pour mon été. Donc, si vous voulez lire les prochaines saisons, là, au plus vite, je vous le conseille. Ensuite, nous avons la catégorie frontalier, où il fallait lire un livre de nature writing ou qui parle de grands espaces. Et là, je me suis tournée vers Into the Wild, donc alors je ne l'ai pas là, mais elle est sur ma liseuse. Et je pense que j'ai mis un couac parce que je vais peut-être vouloir lire Into the Wild, mais j'hésitais avec Wild, comprenez mon souci. Et alors peut-être que Wild est bien, mais Into the Wild a été très difficile à lire. Et pour tout vous avouer, je ne l'ai même pas fini. Il me reste des pages. J'ai des pages, alors j'ai lu plus de la moitié, hein, peut-être plus des 2 tiers. Mais oui, plus des 2 tiers, c'est sûr. Mais j'arrive pas à le finir. Et je veux pas me forcer à le finir. Au début, je le sais depuis un quart que je n'aime pas. J'ai un gros problème, c'est que j'ai du mal à arrêter les livres. J'en commence plein et je n'arrive pas à les finir forcément. Et je préfère me forcer parce que parfois j'ai des petits miracles qui arrivent. Là, je crains que ça n'arrive pas. Pour revenir sur Into the Wild lui-même, Jon Krakauer est un journaliste qui a du coup publié un article sur McCandless, qui est donc un jeune homme qui... je vous spoil, hein, parce qu'en fait, c'est le début, c'est pas vraiment un spoil, c'est pas une découverte. C'est un jeune homme qui est mort en Alaska parce qu'il faisait une expédition et il est mort de faim, de froid, tout ça. Et donc il y a toute une critique aux États-Unis, alors je sais plus, ça s'est passé dans les années 90, me semble-t-il, ou fin des années 80. Et en fait, le truc c'est que ça fait un tollé entre ceux qui disaient oui, mais il a vécu son rêve de partir à l'aventure, et d'autres qui disent il est mort comme un con, excusez-moi le terme, parce que il aurait dû être mieux préparé, c'était un jeune idéaliste, mais voilà. Donc sur le papier, pourquoi pas, de traiter de ce... Enfin, c'est triste, hein, j'ai une pensée pour sa famille, et ça, voilà, c'est dur, hein, je souhaite la mort de personne. Mais ce qui pourrait être mis comme quelque chose qui fait rêver, qui fait au moins réfléchir sur cette situation-là, ce qui n'était à l'origine qu'un article du journaliste qui a écrit un vrai... C'est pas vraiment un roman, c'est plus qu'une novella. Ça fait 150 pages, c'est pas hyper long. C'est ça le pire que j'ai même pas fini, alors que c'est même pas hyper long. C'est que, en fait, le journaliste est parti interroger des gens qu'il a croisés sur la route, et puis sa famille, etc. Et la façon dont c'est découpé, donc on sait ce qui s'est passé, donc c'est pas comme si on découvrait ça à la minute du il est mort, non, on le sait. Donc du coup, le découpage du livre est complètement... Enfin, moi je l'ai pas compris, perso. Du coup, on a plein d'allers-retours, on découvre des personnes qu'il a croisées, que après ils reviennent 20 pages plus tard, enfin... Et la construction est perturbante, le portrait qui se détache de McCandless est pas... Alors, la volonté, vu que c'est un journaliste, de ne pas glorifier par une fiction quelque chose de grandiose, d'accord, c'est un parti pris, et de pareil, du coup, de ne pas enfoncer ce gamin, que t'as été con, t'aurais dû mieux te préparer, tout ça, ok, mais je trouve qu'il y a un côté
il va pas au bout, quoi. C'est un entre-deux qui est décevant. Et c'est vrai que à force, je n'avais plus de sympathie pour McCandless. Je savais qu'il était mort en plus, donc c'était pas comme si. Où on va en fait? C'était vraiment ma question quand je le lis, c'est où on va. Les moments qui m'ont fait ah, peut-être, et réveiller presque ma lecture, c'était les moments où en fait il cite des auteurs qu'a souligné ou qu'a apprécié McCandless. On a retrouvé des livres en fait autour de lui, donc on a retrouvé des livres qu'il aimait. Donc à travers ça, on peut découvrir qui il était, on va dire. Donc, en soi, encore une fois, c'est une bonne idée. Mais finalement, c'était que ces auteurs que je trouvais capables de bien écrire, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que du coup, oui, très 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 dommage. Et le seul moment, alors peut-être que si je continue, ça s'améliore de nouveau, hein, j'y crois pas. Il faudra vraiment que je le finisse, en vrai, c'est dommage, il me reste pas grand-chose, mais... L'autre moment, c'est qu'effectivement, il raconte qu'il a eu un peu... il n'est pas mort, hein, forcément, il aurait du mal à écrire. Il adorait l'escalade, l'auteur, je ne sais pas s'il est mort, mais il adore l'escalade, il a tenté de monter un pouce quelque chose, je ne sais pas comment il l'appelle, je mettrai comment ça s'appelle. Et finalement, il s'est rendu à l'évidence qu'il n'était pas capable et il a abandonné, etc. Mais il s'est dit, quand on a une idée, on peut mourir pour quelque chose, ça. Ok. Mais là, justement, comme il y avait lui qui se place, il y avait quelque chose de sincère, je trouve. Et c'est là que c'est devenu intéressant, c'est là qu'on a vu le parallèle. Et là, on a compris de pourquoi il avait écrit cet article, pourquoi il voulait écrire ce roman. Enfin, ce roman, c'est plus ou moins fictif. Cette biographie. Et c'est vrai que, du coup, pourquoi il n'a pas fait plus ça? Pourquoi c'était aussi interview quand il était quand il est parti en quête? Il y a quelque chose de très impersonnel et moi c'est vrai que ça m'a pas accroché. Je pense que s'il avait partagé plus de pourquoi j'écris ce livre, pourquoi il a marqué ces gens, enfin tout ça, ce que je pense qu'il a essayé de faire mais pas assez à mon goût, je pense que ça aurait été un bon livre. Et c'est vrai que dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, Into the Wild, et si vous l'avez apprécié, dites-moi pas pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai raté en fait. Parce que moi, je pense que je suis passée totalement à côté. Et je vais peut-être essayer de le finir, si vous me dites que ça vaut le coup de le finir. À l'été prochain, je lirai Wild, parce que je pense que c'est celui-là que je voulais lire. Un petit couac, des titres qui se ressemblent. Mais bon, donc voilà, c'est un peu... même pas décevant, juste... ok. Vraiment, j'ai pas détesté, hein, c'était juste... Osef, quoi, on s'en fout. Dommage. Alors, et ensuite, j'ai pas fini, il y avait la troisième et dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, donc qui était sur les Faël, donc il fallait lire un livre qui parle d'archer. J'ai pensé lire Tower Duncan, le tome 3, que finalement j'ai rebasculé actuellement pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc on y reviendra quand je le relirai enfin, parce qu'en vrai j'ai déjà lu, donc je pense de toute façon que ce sera plaisant. On passe au troisième menu, qui était pour que la courbe soit harmonieuse, et le premier menu était Chevalier, et là il fallait lire un livre historique. À la base, je voulais lire La couleur des sentiments, parce que j'ai adoré le film et je pense que le livre va beaucoup me plaire, mais j'ai pas réussi à prendre le temps de me poser devant. Donc plus tard, j'espère que j'aurai le temps pour le lire plus tard. Donc j'ai lu en parallèle, hors challenge, que je vais glisser dans cette catégorie, un petit jeunesse qui s'appelle Les Frères Noirs. Donc c'est un livre qui a de l'illustration en noir et blanc, qui a été publié comme ça, vraiment c'est un album, je dirais un peu trop de texte, mais un album, pour la jeunesse du coup, qui a été publié normalement au début du XXe siècle, si je ne m'abuse, et qui apparemment est très connu. Qui est tellement connu, je crois qu'il a été adapté aussi en animé, hein. J'ai regardé, ça a été adapté en animé, donc apparemment très connu, mais moi je ne le connaissais pas du tout, je l'ai découvert encore une fois à la médiathèque. Pour vous dire, donc c'est assez court, donc assez facile à lire, très fluide, bien écrit. Les illustrations c'est pas ce que je préfère, mais c'était bien, ça faisait un bel ensemble. Et pour vous expliquer le synopsis rapidement, Les Frères Noirs, ça suit un enfant en fait qui va, en échange d'argent, travailler en tant que mineur. Non, pas en tant que mineur, du coup, c'est l'expression mineur enfant qui m'a fait perturber. En tant que... j'ai plus le terme. J'ai un gros trou. Je mettrai le nom là, je suis désolée, je vais pas retourner tout d'après. Il nettoie les cheminées. Je n'ai plus le terme. J'ai Mary Poppins en tête, c'est terrible. Ça parle surtout de la traite des enfants. Et apparemment,
au début du XXe siècle, on n'en parlait pas beaucoup, et je pense que même encore aujourd'hui, je pense pas qu'il y a beaucoup de romans qui parlent de ça pour la jeunesse en plus. Un roman jeunesse qui parle de jeunes qui font du travail forcé. Ça se passe en Italie-Suisse, donc un peu une région dont on ne parle pas forcément, je pense aussi. Et c'est vrai que l'écriture est simple, et assez tragique, mais à côté de ça, il y a de l'espoir et c'est assez touchant. Mais ce qui a fait que c'était pas non plus un coup de cœur absolu, même si j'ai trouvé ça très bien, c'est que je me suis demandé si le livre n'était pas un texte abrégé. Parce que la fin est assez abrupte, enfin, c'est pas ça la scène, mais ils ouvrent une porte. Ouais, du coup, il se passait des choses ensuite, mais tout ça pour... Ouais. Du coup, là, il y a un peu de déception, enfin de frustration même, plus que de déception, c'est genre, je voulais plus. J'aurais bien aimé savoir ce que vont devenir les personnages, parce que au moins qu'on mette une vraie fin. Mais sinon, oui, Les Frères Noirs, c'était assez intéressant comme lecture, et ça change. Ramoneurs. Je suis désolée, j'avais un trou. Les Ramoneurs. Ouais, c'est tout, des petits Ramoneurs. Donc les Frères Noirs, parce qu'ils sont plein de suite. On passe à la suite avec la deuxième sous-catégorie de ce troisième menu, à savoir Marchand. Et là, il fallait lire un livre parlant de voyage, d'aventure. Je souhaitais lire Les 20 milieux sous les mers de Jules Verne, qui est quelque part par là vers la table de chevet, qui en fait... Alors je l'ai commencé, mais je dois être à la page 30, 50, vraiment tout au début. J'ai du mal à avancer parce que c'est très descriptif. Enfin, avec Jules Verne, je m'y attendais. Mais en fait, les éléments très techniques me ralentissent pas mal. Et c'est vrai que j'avais du mal à me plonger dedans. Quand j'étais dedans, voilà, Jules Verne écrit très bien, il n'y a pas de souci. Mais ça bloque un peu. C'est dommage. Donc il faudra vraiment que je me repose dedans, que je me replonge dedans. L'humour. Je pense que j'apprécierais l'écriture de Jules Verne. J'aimerais bien en lire au moins celui-là, mais peut-être en lire plus ensuite. Et enfin, on passe au dernier menu. A comme artisan. Donc il fallait lire un livre A comme à quelque chose. Le titre, moi j'ai lu L'ami imaginaire. Ami imaginaire. Ça a été une vraie claque. Alors, pour vous expliquer, je voulais le lire en automne-hiver. Finalement, je l'ai commencé à l'été, parce que c'est une petite brique quand même. Mais je pense que là, comme nous sommes en plein pack, Pumping Autumn Challenge, ou bientôt en Halloween Winter Challenge, je vous conseille fortement de le lire à cette période. Parce que je pense qu'il est fait pour. Ça se passe vers Noël. Voilà. C'est fait pour. Quoi. C'est rentrée Noël dans cette période-là, donc c'est pour maintenant. Quoi. C'est écrit par Stephen Chbosky, qui est mon auteur... Enfin, non, mon auteur favori, c'est Pierre Bottero. Ça pose les choses. Mais mon livre favori de toujours, du moins jusqu'à nouvel ordre, c'est Le Monde de Charlie, qui est juste là, qui est en facing. Je ne pense pas que vous l'avez vu, il devait être hors cadre. C'est pas la même ambiance. Hein. Et donc du coup, Le Monde de Charlie, c'était son premier roman, qui était une grosse claque, qui se passe dans les années 80, et qui n'a rien... On suit des adolescents, c'est beau, c'est touchant, c'est sous forme de lettres. Bref, je ne conseillerais jamais assez de lire Le Monde de Charlie, je vous en dis pas plus, allez-y, allez le lire. Et ça aussi du coup, même si c'est différent, vous voyez qu'il y a ça peut être pour les ados, pas les enfants, les ados, les adultes, ça c'est moins ado. Ça c'est plus un thriller psychologique, pas gore, psychologique. Je ne serais pas allée vers ça de moi-même, mais c'est écrit par Stephen Chbosky, donc je voulais voir ce que ça allait donner. En soi, du coup, c'est son deuxième roman. J'avais peur d'être déçue. Est-ce que ça serait aussi bien que Le Monde de Charlie? Est-ce que ce serait le même style? Est-ce que... Forcément, là, c'était des lettres, donc pas forcément pareil. Et puis bon, vous remarquez aussi que c'est une belle brique. Il fait 980 pages. J'ai mis du temps à rentrer dedans. Effectivement, il est, pour vous poser les choses, il n'est pas parfait. Mais il est très bien. C'est une claque. C'est atypique. Pour vous expliquer, ça met du temps à se poser. Et quand on commence à se dire, ok, c'est telle ambiance, d'accord, tel personnage, tel endroit, il se passe ci, il se passe ça. Et en fait, peu à peu, vous dites, mais ça, c'est bizarre. Ah, peut-être que si. Vous faites des suppositions, mais vous avez de plus en plus de questions. Et quand vous pensez avoir des réponses, vous avez encore plus de questions à côté. Et tout ce que vous supposez est finalement faux, ou pas. Et c'est pas qu'on... Alors, il nous balade, hein, clairement il nous balade, mais je pense que je le relirais, je comprendrais, ah c'était ça, un peu à la Agatha Christie, vous voyez, ah c'était ça, ah je comprends mieux ça, ah d'accord, donc en fait ça, c'était machin qui a fait bidule. C'est extrêmement prenant,
Donc ça met voilà, une centaine, peut-être 200 pages à vraiment s'installer, à se lancer, parce que du coup il faut que l'ami imaginaire, on va dire, je ne raconte pas vraiment l'histoire, mais arrive. Pour vous expliquer, l'histoire on suit Christopher, qui est du coup un jeune garçon, et il va disparaître pendant une semaine, et quand il réapparaît, il se passe des choses bizarres. Et donc d'ici la disparition, forcément c'est un peu le temps que ça s'installe, qu'on comprenne comment est Christopher, comment est sa mère, comment sont un peu l'endroit où il débarque, bref, tout ça. Et c'est vrai que une fois que ça s'installe, une fois qu'on a des pistes, une fois qu'il y a des événements bizarres, une fois tout ça, on commence à être dedans et c'est un vrai page turner parce qu'on vous dit mais attends, il se passe quoi? Et c'est très difficile de s'arrêter. Alors, c'est vrai que c'est une brique, mais il y a des moments où vraiment je le disais beaucoup en peu de temps. Parce que j'étais dedans et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et surtout vers la fin, donc ouais, je pense les 200 dernières pages, là pareil, c'est parti très très vite. Je pense que j'étais devant mon livre, quoi? Qu'est-ce que? Mais pourquoi? Mais... Et vraiment très réactive. Bon, je suis pas très silencieuse, je pense, quand je lis, je réagis beaucoup. Mais c'est vrai que c'était très hypnotique et la psyché de Christopher, parce qu'on est vraiment plongé dans sa psyché, il lui arrive des trucs tellement bizarres qu'il se dit mais je deviens fou, mais qu'est-ce que... Enfin, même lui. Et donc du coup on se dit oui il est fou, mais en même temps il y a des choses bizarres qui se passent, on a beau être fou. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment du fantastique parce que ça frôle le réel, les personnages sont très crédibles, malgré tout leur psyché est très bien développée, il y a des histoires, un peu de faits divers, voilà, quelque chose de très, très vrai, très contemporain, et en même temps très dérangeant, mais réel, avec tout ce côté mystérieux, bizarre, et c'est très captivant, parce que cette frontière du fantastique est géniale, je pense, à explorer, et je pense que c'est pas du tout facile à écrire le fantastique pour trouver le dosage, et je pense qu'il l'a très bien fait. Et bon, évidemment, je vais pas vous spoiler la fin, mais ça se finit et je me dis, mais est-ce qu'il y aura un tome 2? Parce que je pense pas que ce soit nécessaire. Parce que j'ai très peur que s'il fait un tome 2, parce qu'il y a du potentiel, j'ai peur d'être déçu, qu'il n'aille pas au bout, parce que là c'était une vraie surprise, je sais pas où on va, je sais pas. Et alors encore une fois, je peux pas vraiment vous spoiler, ce serait dommage. Mais il y a beaucoup de critiques, de plein de choses dans ce livre. Pour moi, ça critique la religion et ça l'utilise en même temps. Bref, je vais pas en dire plus, mais vraiment, voilà, une grosse claque. Je vous le conseille pour automne-hiver, ça va être une très bonne lecture. Ensuite, nous avons le dernier menu, qui était une question, mais deux réponses. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse du poète ou la réponse du scientifique, mais en tout cas, la première catégorie était Pirataline, et là il fallait lire un livre avec une couverture figurant l'océan, la mer, etc. Je voulais lire, hop là, il est là, L'héritière des abysses de Riordan, sauf que pour ça il faut que je lise, selon moi, Jules Verne et Vermilion Sommaire, parce que le livre de Jules Verne inspire celui-là, donc bon, donc je pense que les deux je les lirai soit printemps, été, parce que je trouve que ça peut attendre ces saisons-là, donc c'est un one-shot, donc c'est un peu moins grave, même si j'en avais plein à la suite. Mais il faut vraiment que je lise, parce que les Riordan, c'est... D'ailleurs, nous verrons bien ce qu'a donne l'adaptation de Percy sur Disney. Faudra que je fasse une vidéo sur Percy Jackson, tout ce que je pense de l'adaptation, de tout ce que je pense des personnages. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur Percy Jackson. C'était une parenthèse, on passe donc au deuxième menu, vu que je n'ai pas lu ce livre-là, qui était donc Navigateur, et cette fois-ci, il fallait lire de la SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Pour le coup, c'est mon vrai livre Pierre Bottero, parce que la BD, ça comptait pas pour moi. Donc il y a une relecture, donc Les âmes croisées de Pierre Bottero. Il a longtemps été considéré comme son dernier écrit achevé. Forcément, il y a eu des aigles de Vichenlour, ensuite, il y a eu la Association. Voilà, il y a eu des choses ensuite, mais c'est vrai que celui-là est considéré, par moi du moins, comme son dernier livre qui s'inscrit dans son univers, Ewilan, Elana, l'autre, etc. Son grand univers. Je pense qu'il représente la quintessence de ce que fait Pierre Bottero, parce qu'on retrouve son style d'écriture qui m'a donné envie d'être autrice, au-delà d'être lectrice. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas osé le lire, parce que se doutent, et je vous le dis au cas où, que ça devait être une trilogie aussi. Forcément, la fin, il y a une frustration de se dire, on voit le puzzle, on voit les pièces, il y a des pièces reconnaissables, des pièces qu'on a déjà vues, et on se dit, ah,
ça devait être peut-être ça, ou peut-être si. Mais on peut que faire des hypothèses. Et on n'aura jamais le puzzle entier. Et en ce sens-là, c'est extrêmement frustrant. Et quand bien même un auteur ou une autrice très talentueuse reprendrait le flambeau, ça sera jamais du Pierre Bottero. Et en ce sens-là, c'est frustrant. Cependant, je vous le conseille parce que c'est très bien. Et je trouve qu'il y a encore un autre aspect. Quand on suivait les personnages des Willan, de Salim, des Lana, quand on suivait Shae et Nathan dans l'autre, voilà, c'était pour moi encore autre chose. Là, Nawel, donc l'héroïne, elle est détestable, elle est cruelle. D'ailleurs, elle a très bien pu faire la catégorie anti-héros. Malgré tout, elle est humaine parce que elle est complexe, elle est contrastée. Et c'est vrai que je pense que maintenant ça va. On peut trouver des livres comme ça, je dis pas qu'il n'y en a aucun, mais c'est bien de proposer un livre où l'héroïne n'est pas parfaite, loin de là. Et justement, elle est humaine parce qu'elle est imparfaite. Et c'est d'autant plus intéressant de la suivre. J'ai beaucoup aimé donc, déjà suivre Nawel, qui n'est pas une héroïne, je trouve, classique. De suivre, donc du coup, ça se passe dans un univers où, un monde où il y a des castes, donc les perles et les cendres, qui ferait un peu penser à l'Inde, hein, avec une classe un peu d'intouchables, les cendres, et les perles qui peuvent choisir différentes castes ensuite, dedans, des nobles, des riches. J'ai beaucoup aimé le système, le monde, les petits clins d'œil du coup à tout le reste de l'œuvre, mais qui ne sont pas forcément nécessaires. Vous pouvez lire que celui-là en soi, je pense pas que ça... C'est dommage. Lisez Willan et Lana à l'autre, etc. Mais vous pouvez lire que celui-ci d'abord, et puis lire les autres. J'ai beaucoup aimé la case qu'elle rejoint, donc je ne vais pas spoiler, mais qui m'a un peu fait penser aux marchands. Enfin, c'est pas pareil, mais il y a un esprit. Donc vraiment, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce livre. C'est une relecture, mais j'ai redécouvert du coup des choses. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas relu. Donc voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez jamais lu. Puis bon, un peu le principe de ce cal, c'était de lire du Pierre Bottero, de découvrir l'auteur. Entre autres, je vous conseille celui-ci fortement. Et enfin, donc, la dernière catégorie de ce dernier menu était Aïnouk, et là il fallait lire de la philosophie. Pour vous expliquer, j'avais mis cette catégorie parce que je pense, un peu comme la poésie, parce que la poésie je trouve ça quand même plus plaisant. La philosophie, il y a de tout, on peut trouver tout philosophique en soi, hein. Mais je trouve que même quand je ne suis pas d'accord avec un philosophe, un auteur, ça me fait réfléchir sur mes propres convictions, sur ma... Voilà, ou pas forcément changer d'avis, mais ah oui, d'accord, je peux voir l'idée, voilà, sur mes valeurs, etc. Donc pour moi, je ne suis pas fermée à un auteur, quand bien même je ne serais peut-être pas d'accord au final avec ce qu'il raconte. Je pense que c'est toujours intéressant, instructif, et je fais la promotion de la lecture active. Vous n'êtes pas juste à lire et à ingérer, vous réagissez. Donc, je voulais quand même pas lire un grand livre de philosophie, donc je me suis rabattue sur Manuel d'Épictète, qui, alors je sais pas si ça se verra là, mais forme des petits préceptes, des sortes de phrases plus ou moins courtes, qui a été du coup rassemblé par un de ses disciples à Épictète. Et en fait, ce manuel a été pour moi barbant, mais pas seulement. C'était vraiment déconnecté de la réalité, impossible. Alors je m'explique. Barbant dans le sens où c'est très court, mais j'ai galéré à le finir. J'avais du mal à le lire, je lisais vraiment... j'avais même pu faire ma lecture active que je voulais, tellement c'était répétitif, mais pas... ça approfondissait pas. Je dis déconnecté parce que bah forcément c'est l'Antiquité, mais je pense que j'ai lu d'Aristote. Aristote, il a dit beaucoup de choses qui sont pas pertinentes, hein. Ça vient de l'Antiquité, donc complètement déconnecté du XXIe siècle. Mais je pense qu'il y a certaines choses que l'on peut prendre et à adapter, et dire ah ok, ça ouvre la voie sur quelque chose. Là non. Quand on parle des femmes avec un pas très manière égalitaire, où on parle des esclaves, alors là c'est en sachant que dans mon souvenir Épictète était esclave affranchi, mais vraiment j'ai pas trouvé ça. Je me suis pas dit tiens je vais peu l'utiliser actuellement. C'est plus un mode d'emploi pour la vie que vraiment des réflexions. Alors, c'est souvent le cas, hein, les philosophes, je ne vais pas dire le contraire. Je pense que je pourrais résumer par une pensée. Alors, ça serait détache-toi des choses, des objets, des activités, des personnes qui te rattachent à ta vie de mortel et ne ressens plus, mais genre plus rien.
Parce que à trop vouloir condamner, alors je suis d'accord sur le principe, il ne faut pas que nos émotions nous submergent, il ne faut pas que la colère nous submerge, la tristesse, il ne faut pas que ça dépasse une certaine dose, parce qu'effectivement, on ne vit plus. Ça d'accord, même la joie en soi, quelqu'un qui subit de la manie, je pense qu'une personne bipolaire, elle vous dira qu'elle préfère ces instants maniaques parce que la dépression est très dure à vivre, malgré tout, avec le recul, la manie est très néfaste. D'accord. Sauf que, selon Épictète, c'est un côté tellement radical que c'est pas possible. Nous sommes humains, nous ressentons les choses et on n'y peut rien. Et je pense qu'au-delà de ça, au-delà de cette absence, cette impossibilité de contrôle, c'est pas bien. Enfin, on n'est pas des robots, et heureusement. Et vous détachez dans le texte, alors j'aurais dû marquer la page parce que quasiment j'ai un nerveux. Tu viens de perdre ta femme? Oui? Et alors? Tu es triste? Arrête. Bah non, si je perdais l'homme que j'aime, je serais mal, et évidemment je serais mal, et que je perdrais un autre proche, et de la même manière, effectivement, faut pas que ça déverse trop, faut pas que je m'empêche de vivre si un jour je vis ce deuil, parce qu'il y a des risques que ça arrive, mais c'est normal que ça nous traverse, et justement, c'est important de comprendre que ça nous traverse, et de pas le nier, de pas le refuser, parce que c'est impossible. Et je dirais même plus, pour un peu faire le côté philosophique, si vous dites à un enfant qu'il n'a pas le droit de tomber, il ne marchera jamais. Vous ne pouvez pas nier toutes les expériences négatives et vous ne pouvez pas nier toutes les émotions. C'est un tout, la vie. Il y a du bien, il y a du pas bien, il y a du difficile, il y a du facile. Et on est tous différents à réagir face à certaines choses. Donc j'ai lu au début de l'été celui-là, et je dis même pas que c'est décevant, je dis même pas que c'est frustrant. Là, pour le coup, c'était juste... Oui, bah, merci, mon merci. Donc voilà, pour la conclusion de ce Quel auteur lira-t-on? Première édition 2022 sur Pierre Bottero, donc le CAL, donc avec différentes lectures. Si on prend que les lectures que j'avais prévues dans ma pile à lire, j'en ai lu 6. J'ai commencé le 7e avec Jules Verne, mais non pas vraiment. J'aurais validé Dessine-moi un chuchoteur, où il fallait lire au moins une catégorie de chaque menu. Mais en vrai, avec les bandes dessinées que j'ai lues en plus, et le petit jeunesse dont je vous ai parlé sur les ramoneurs, ça passe à 9 livres. Donc du coup, j'ai validé au moins 3 menus. Donc c'est déjà pas mal. Franchement, je suis plutôt contente d'avoir lu autant. Actuellement, donc, je suis en train de faire le Pumpkin Autumn Challenge, et je pense que ça va avancer plutôt bien. J'espère que ce que je vous aurais dit aura éveillé des envies de lecture, ou alors que... bonjour. Ou alors que... ça c'est un peu... Ou alors que ça vous aura justement un peu étonné. Et si vous voulez défendre dans les commentaires un livre que j'ai descendu, je vais un peu, mais voilà. S'il y a un livre dont j'ai parlé négativement qui vous a plu, bah, si vous voulez mettre en commentaire des contre-arguments, des contre-avis, bah, c'est votre opinion, c'est un espace libre. Justement, dites-moi à côté de quoi je suis passée. Après, chacun ses goûts. Très vite dans d'autres vidéos. Vous pouvez déjà aller voir la vidéo de Pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai sorti récemment. La prochaine vidéo sera le Bujoli d'octobre, donc je vais tourner sous peu. Ensuite, enchaîneront des vidéos en hiver du coup pour le Cold Winter Challenge. On aura sûrement le Blossom Spring Challenge. Et je pense que l'été prochain, je ferai un CAL édition numéro 2 avec un autre auteur ou une autre autrice. Nous verrons ça. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à réagir à ce challenge littéraire estival. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là. N'hésite pas à mettre un commentaire du coup pour réagir ou pour dire du bien de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et à ajouter du coup un petit emoji estival pour lutter encore un peu sur cet automne qui avance. Et mettre un petit j'aime, voire un partage, je ne dis pas non. A bientôt sur YouTube mais aussi sur Instagram. Et n'oublie pas, laisse ton lit.